Bonjour, marhaba bikum. Bienvenue à une autre rencontre avec un invité ou une invitée du milieu artistique et culturel, issu premièrement de la communauté tunisienne et maghrébine, mais aussi faisant partie du tissu culturel ici au Québec et au Canada. J'ai toujours le plaisir de présenter des visages qui peuvent nous inspirer par leur parcours, par leur production et par leur œuvre. Bien sûr, l'autre fois, on avait le plaisir de rencontrer une poétesse. Aujourd'hui, on va rencontrer une personne avec un profil peut-être plus large qui englobe la poésie, mais aussi d'autres talents. On va découvrir ensemble Queen K, de son vrai nom, El Kahna Talbi, de parents tunisiens, mais d'appartenance, on va le découvrir avec elle, d'appartenance identitaire très intéressante. Je suis très fier personnellement de son parcours, d'après les conversations que j'ai eues avec elle, mais aussi d'après avoir lu ce qu'elle a présenté à sa société ici au Québec. Joignez-vous à moi à accueillir Queen K, Ilkahna Talbi. Ilkahna, bonjour. Bonjour, Salut, comment ça va? ça va très bien. Je suis vraiment très, très ravie de participer à votre émission et de permettre aux gens de la communauté maghrébine et moyen-orientale de découvrir ce que je fais depuis maintenant plusieurs années. Ben, le plaisir est le mien et le nôtre, bien sûr. Queenca, j'ai lu à propos d'ailleurs, je suis ce que tu fais à la télévision et dans le milieu culturel, et je vois une certaine maturité qui entoure ta production. Et c'est sûr, derrière cette production, il y a une personne qui a un certain parcours, une personne mûre, dans le sens mature, bien sûr. Parlez-nous un peu de ce parcours-là. Avant d'entamer une conversation sur ton appartenance et ton identité, ton parcours artistique, il est très diversifié. Oui, tout à fait. Il est vraiment diversifié. Je crois que cette maturité-là, je l'ai atteinte avec le temps. Je pense qu'un des mots que j'aime le plus de la langue française, c'est la persévérance. Je trouve que c'est celui qui me convient le mieux. Donc oui, parce que j'ai vraiment commencé à exister dans le milieu culturel quand même assez jeune. J'ai fait mes études en théâtre. Et donc, une fois sortie de l'école de théâtre, j'ai commencé à travailler sur des projets comme interprète, mais j'ai commencé à écrire de la poésie. J'étais très jeune, c'était une activité très personnelle et intime dans laquelle je ne partageais pas mes poèmes avec qui que ce soit. Mais à un moment donné dans ma vie, entre l'interprétation au théâtre, les projets artistiques avec ma cousine et ma sœur. On a créé une compagnie qui s'appelle Les Berbères Mémères. Donc, avec cette compagnie-là, on présentait des spectacles de théâtre. Et petit à petit, j'ai découvert les scènes de slam, de performance slam. Donc, j'ai commencé à faire de la scène avec. Et c'est là que j'ai commencé à dire mes poèmes. Et Mhm. petit à petit, ben, ces poèmes-là ont amené le personnage de Queenca, si on peut dire. Et j'ai pris un chemin vers la poésie performative, le spoken word, qui dure encore plusieurs années, tout en gardant quand même la place à l'interprète que j'étais et que je suis encore. Et pour finalement, depuis 2 ans maintenant, aller vers la publication aussi, donc de rajouter à mon arc le métier de poète. Donc, c'est un peu si on peut faire un chemin très bref de ma carrière artistique, là, disons que c'est souvent des rencontres et des désirs, des envies de créer qui ont fait en sorte que je me suis retrouvée sur différents plateaux Mhm. et que j'ai développé mon amour de l'écriture autant que de la performance. Est-ce qu'il y a un aspect qui domine les autres ou non? Comment tu réussis à jongler avec tout ça? Non!
Alors, au début, pendant une certaine époque, ça a été le Queen qui prenait le dessus beaucoup, beaucoup. Uh-huh. Et là, c'est Elkana qui prend le dessus aussi. Donc là, je suis entre les deux. C'est vraiment très chiant parce que des fois, quand je suis invitée à des entrevues et tout ça, les gens sont comme, fait que je te présente comment, Elkana ou Queen Puis je suis comme, ah. Mais disons que maintenant, oui, les deux sont très présentes. J'ai peut-être un petit problème de personnalité. Donc, soit, Mais, soit Quinca, soit Elkana, on connaît bien l'aspect guerrier du personnage. tout à fait. Oui, parce que c'est vraiment ça. J'ai l'impression que Queenca a servi d'armes, disons. Ben, armes, c'est peut-être un peu. Il y a un aspect un peu violent que j'aime moins là-dessus, mais de, de, de force à Oui. Elkana qui était plus chétive, plus craintive, plus posée, plus intériorisée. Donc, elle a permis. Et c'est clair que quand on vous présente pour participer à un événement et que la personne au micro dit alors maintenant, mesdames et messieurs, Queenca, ben, c'est sûr que tu as des grosses chaussures à enfiler, donc tu n'as pas le choix d'arriver et de faire Yeah! Donc, je crois que ça m'a permis d'assumer ce côté plus front girl, donc la devant qui performe. Donc, oui, elle m'a donné de la force et de la confiance. Elle m'en donne encore. Très bien. Elkana, tu as évoqué le spoken word, donc la poésie à Oui. l'oral. Est-ce que dans ce processus-là, est-ce que tu as dû, par exemple, renforcer ton anglais? Est-ce que tu as dû prendre beaucoup plus de cours Pas pour... du tout, parce que j'ai fait vraiment la performance en français. C'est juste que OK. je préfère utiliser le mot spoken word parce que le slam, c'est comme devenu le mot en français pour dire spoken word, alors que dans le milieu anglophone, le spoken word, c'est un peu le chapeau au-dessus de toutes les formes de performance poétique à l'oral. Dans le spoken word, il y a ce qu'on appelle le slam, qui est des compétitions de poésie qui se font dans des salles où les gens ont 3 minutes pour faire un poème sur scène. Mais comme c'est pas un mot très français, spoken word, slam a quelque chose d'un peu plus facile pour les francophones. Donc, on a donné ce nom-là, on a dit slameuse et tout ça. Pour moi, le slam existe quand je suis sur des scènes où c'est ça qu'on pratique. Mais le spoken word, pour moi, c'est l'aspect artistique. Ça veut dire quand je présente des spectacles avec de la musique ou quand je présente un projet artistique où la poésie est mise de l'avant, on pourrait traduire par littérature orale, par exemple. Donc là, c'est là où ce serait le mot en français pour spoken word, donc littérature orale. Très bien. Elkana, on sait bien que tu as grandi à Montréal-Nord. Est-ce que cette appartenance à ce quartier-là, elle a influencé ton choix pour le spoken word? Influencer mon choix, je dirais pas. Je crois que, ben, oui, dans la mesure où les activités culturelles que j'ai pratiquées dans le quartier grâce à ce qu'on appelle les activités d'arrondissement, qui sont Oui. des activités qui ne sont pas chères et qui permettent aux parents de classe moyenne et de classe un peu plus inférieure, qui n'ont pas les moyens monétaires pour envoyer leurs enfants dans des activités dispendieuses. Si je me souviens bien, les cours étaient 60 $ pour 12 semaines de cours. Donc, le fait d'être dans ces cercles d'activités culturelles de quartier, c'est sûr que c'est ça qui a permis à la fibre performative qui était en moi d'avoir un terreau fertile pour grandir. Et ça, c'est sûr que c'est et Montréal-Nord et la ville de Montréal et les activités culturelles de quartier qu'on ne doit pas sous-estimer et qu'on doit continuer à encourager et à permettre à beaucoup de gens d'offrir cet endroit parce que, bon, mes parents ne sont pas des gens qui étaient penchés vers la façon c'est pas des artistes soi-disant parlant. Donc, le fait qu'ils aient vu chez moi et chez ma sœur qu'on avait envie de s'exprimer puis qu'elles disent, bon, ben, il y a des cours de théâtre, il y a des cours de danse, il y a des cours de ci, de ça, mais ça a fait en sorte que oui, j'ai pu Allô? prendre ces lieux-là et dans cet art-là et Montréal-Nord en est profondément imbriqué à ce que je fais
Comores. Oui. D'accord. Restant à Montréal-Nord, dernièrement, je ne sais pas si tu suis l'actualité, c'est sûr que tu suis l'actualité. Montréal-Nord a été Oui. lourdement touché par la COVID-19. Et est-ce que ça te touche toujours de près ou de loin? Est-ce que ton appartenance à ce quartier-là te pousse, par exemple, à aider d'une façon ou à une autre pendant cette pandémie? Oui. Ben, alors, premièrement, oui, ça me touche énormément, ça c'est certain. Oui. Je veux quand même, je me sens quand même, je sens que c'est important quand même de dire que j'ai grandi à Montréal-Nord. J'ai quand même eu la chance de grandir avec des privilèges socio-économiques qui différaient quand même de mes autres compatriotes, mes parents étant de classe moyenne aisée. Donc, c'est sûr que... Et justement, à cause de ça, j'avais des amis qui vivaient dans des apparts à plusieurs. Donc, juste imaginer, disons, la situation pandémique quand tu es plusieurs dans une maison et tout, la difficulté de prendre le 2 mètres quand tu es 4 dans une chambre, c'est pas réaliste. Et surtout, le fait que énormément, mais énormément de gens qui travaillent dans le système de la santé comme préposés aux bénéficiaires, eh bien, ce sont pour avoir... j'ai fait des projets artistiques où j'ai côtoyé des gens de certains CHSLD et ce sont majoritairement, mais à 90% des femmes racisées qui travaillent là. Et on essaie d'améliorer les conditions de ces gens-là, mais il y a une couple de mois, les conditions étaient mais affreuses. Et donc, ces gens-là ont donné mais littéralement leur vie. La majorité de ces gens-là venant de Montréal-Nord, c'est des gens qui travaillent très loin de chez eux, donc ils sont obligés de prendre les transports en commun très longtemps. Le masque n'était pas obligatoire. Donc, tu sais, ils avaient tous les critères pour se prendre la pandémie en pleine gueule. Et une des façons que je réussis à contribuer, je fais de la nourriture, c'est un mouvement qui s'appelle Faisant pour deux. OK. Qui demande aux gens ils viennent chercher et tu fais de la nourriture comme si tu en faisais pour deux. Et depuis à peu près 1 mois et demi maintenant, tous les repas sont distribués à des familles à Montréal-Nord. Donc, je participe à Bravo. oui, mais je fais ça chaque 2 fois par semaine. Donc, je fais de la nourriture et je donne. Et ça me fait un bien. Ça m'a vraiment, vraiment fait du bien parce que je ne pouvais pas aller travailler dans un CHSLD. J'essayais de trouver une manière d'aider, de contribuer, disons, parce que je suis quand même une personne privilégiée. J'en suis consciente et je trouve que c'est important de réussir à aider sur différents niveaux. Donc, oui, ça me touche énormément. Vraiment. Très bien. Je salue ce que tu fais et félicitations pour ce que tu fais, bravo. Pour 2 choses, bien sûr, tu aides dans ce mouvement-là, mais aussi tu démontres que l'artiste, il n'est pas détaché de la réalité. L'artiste, c'est une personne qui est proche de la réalité et il pose des gestes concrets pour son environnement. Donc, tout à fait. Bravo. Retournons maintenant à El Kahana, Queen Ka. Là, tu as évoqué El Kahna, qui était une reine berbère dans l'histoire de la Tunisie. Donc voilà, le mot-clé, c'est de la Tunisie. El Kahna, vous êtes fille de parents tunisiens. Donc, oui. ça, on va le dire aux gens qui nous écoutent, bien sûr. Est-ce que cette appartenance, est-ce que le fait que tu sois de parents tunisiens, tu as pris un peu de bagage pour le présenter à ta société qui est la société québécoise? Tu es né ici et tu as grandi ici. Qu'est-ce que, si on veut dire, de ton éducation tunisienne t'a offert à la société québécoise? Ben, je ne sais pas ce que j'ai offert. À vrai dire, mon rapport à cette offrande-là, elle est je crois, en partie égoïste parce que j'ai l'impression que c'est non, mais pour vrai, tu sais, je veux assumer mon égoïsme par rapport à ma culture. C'est en me réappropriant, et je dis réapproprier parce que oui, il y a un aspect génétique et ethnique très clair de la transmission de la Tunisie en moi par mes parents, qui était après choses sur lesquelles j'ai pas de contrôle, mais de me la réapproprier, de me réapproprier cette culture
tout en étant consciente que je ne suis pas née là-bas et je n'ai pas vécu là-bas. Et donc, autant que j'ai eu une période dans ma vie où j'aurais vraiment voulu appartenir encore plus à la Tunisie, il y a un moment où j'ai fait le deuil de cette appartenance réelle, que c'est comme si j'avais vécu ma vie là-bas. Et je me suis dit, OK, alors comment je peux prendre et comprendre tout ce que je porte. Et en le comprenant, ben, comme je trouvais que le processus était bien et que je me suis dit, ben, tant qu'à faire ce processus-là, aussi bien le rendre public et peut-être permettre à des gens qui, ont vécu les mêmes questionnements que moi, de se sentir moins seuls, et aussi aux gens qui ne comprennent pas ce rapport qu'on peut avoir, cette dualité culturelle qui la balaie de la main ou la simplifie ou nous dit juste retourne chez toi. Comme si on pouvait se prendre un billet de retour pour un pays dans lequel on n'a jamais vécu. Et même si on a vécu dans ce pays-là pendant des années, quand on décide d'être ailleurs, ben, c'est un choix qu'on a fait. Ou du moins, cette phrase est un non-sens. Donc, peut-être que je me suis dit, allez, je veux le partager parce que ce questionnement-là, je l'ai vécu, je l'ai combattu, je le comprends, j'essaie de le comprendre. Et aussi, ben, on est toujours un peu l'autre de quelqu'un d'autre. Donc, comme disait Pauline Julien dans une chanson, on est toujours l'étranger de quelqu'un. Donc, cet étranger-là, le rendre plus concret. C'est pas l'autre. C'est en rencontrant mes différentes facettes, les gens réalisent la diversité, la complexité, la beauté que des gens venant d'un autre background, ayant d'autres façons de penser, de voir la vie, ce que ça peut apporter à une société. Alors oui, j'avais envie de le partager, mais je pense que c'est ça, égoïstement, je l'ai fait pour moi au départ. Comme quoi l'artiste est toujours égoïste. Hein? Bon, non. Je crois que déjà, en prenant le nom Quinca, je veux dire, déjà, je me suis pas appelée Julie Sauvé, là. C'était pas ça mon nom de scène. Donc, déjà, en partant, j'aurais pu dire Elkana, on va prendre le Anna, puis on va garder ça simple. Mais non, j'ai assumé, je l'ai mis de l'avant pour que justement les questions viennent et qu'ensuite, on puisse en parler. Oui, non, je suis totalement d'accord avec toi. Plusieurs personnes, moi personnellement, on vit cette appartenance à une double identité, surtout avec les années. Il y a des gens qui vivent un déchirement alors que les autres, ils vivent une sorte de richesse. Voilà, donc c'est vraiment très proche de la réalité. Elkana, comment tu vis la pandémie actuellement alors qu'il y a moins de spectacles, moins de production à l'extérieur, en contact avec les gens? Comment tu le vis comme artiste? Alors, c'est un peu une montagne russe. Hein? Chaque journée a son lot de questionnements et de remises en question. Donc, je prends vraiment ça une journée à la fois. Il faut dire que moi, j'ai la chance d'écrire. Donc, il y a des choses que je peux encore faire. J'ai mon recueil de poésie, mon premier recueil de poésie, Moi, figuier sous la neige, justement, je l'ai ici. Je suis très contente parce qu'aujourd'hui, j'ai appris qu'il allait être réimprimé. Je veux une copie, je veux une copie. Oui, voilà. Donc, dans toute bonne librairie qui se dit bonne librairie va avoir ce recueil. C'est publié 2018, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui, je pense que c'est 2018. Tout à fait. Et donc, il va être réimprimé. Alors, il a une belle vie en soi. Donc, ça va. Et justement, tout allait très vite avant la pandémie. J'étais sur 56 000 affaires parce que je suis un peu comme ça dans la vie. Elkana, tu écris sur quoi? Tu écris sur quoi? Ta poésie, ça touche quel thème? Alors, Moi, figuier sous la neige. Donc, je vous laisse deviner juste par les couleurs et par le titre que, évidemment, ce recueil est un recueil sur ma double identité. Donc, c'est un voyage de la Tunisie et du Québec. Alors, juste regardez, je vais vous lire un extrait. Avenue Bourguiba, un sage me dit
Contrairement aux oui-dire occidentaux, ce n'est pas la paresse qui a créé la sieste d'après-midi. C'est par respect pour le soleil et son travail qu'on cesse de faire le nôtre pour le laisser accomplir le sien. Et là, tout à l'heure, avant qu'on se mette à enregistrer, on a parlé de Turbat el-Bay et Baby Sweeqa et tout ça. Donc, je vais t'en lire un qui va te faire bien moi, rigoler. quand tu dis le mot Turbat el-Bay, ça me touche le cœur. Là. Allez-y, allez-y. Alors, voilà. Alors, tu vas reconnaître tout de suite l'endroit. Allez-y. Le souk, tourbillon aux artères congestionnées, lieu du contact humain, où le dans ma bulle arrive assez vite, merci. Ici, on entre dans toutes les langues et on ne sort jamais par la bonne rue. Collés au mur des boutiques, les vendeurs de chars version Maghreb accrochent les touristes nonchalants, les femmes au foyer, les futurs mariés avec des deals pour étancher leur soif. Cet Américain au bec, café turc à la main, il pose en Casanova de la bargaine, dans ce labyrinthe parfait pour embusquer l'ennemi. La guerre de survivance a fait place à celle des prix. Au début d'un siècle dernier, à l'entrée de la vieille ville, au lieu des djellabas, ce sont les corps qu'on suspendait. Hein? Bravo. Donc, un peu à Tunis. C'est excellent, c'est excellent. Ça me parle à moi. Donc, ça te parle à toi, je t'en lis un dernier parce que lui, c'est un de mes préférés. Oui. Jusqu'au retour, je tente de maintenir l'essence du bouquet de jasmin. Malgré mes efforts, la traversée altère la couleur florale. Comme moi, le jasmin n'est blanc qu'en Tunisie. Ailleurs, il est basané. Wow. Wow. Voilà. Donc, c'est un peu, c'est ça tout le long. Donc, à vrai dire, ce recueil-là, c'était vraiment j'écrivais un poème à chaque fois avec les yeux de la Tunisie en sol québécois et avec les yeux de la québécoise en sol tunisien. Donc, dans une langue qui est quand même la mienne. Donc, c'est vraiment une façon de voyager. Et j'ai beaucoup d'amis qui ont eu accès au recueil au début de la pandémie et qui m'ont dit « Merci, Elkana, tu m'as permis de voyager alors que j'étais chez moi. » Donc, je suis bien contente de ça. Et justement, je commence à réfléchir à mon prochain recueil sur lequel je vais travailler. Donc, j'ai fait une demande de bourse donc pour voir si je vais avoir le temps. Donc, tout ça pour dire que la pandémie, même si c'est très, très, très angoissant financièrement parlant, on gratte un peu les sous et on essaie de... Bon, je fais de la radio, alors ça aide un peu. J'ai d'écriture qui s'en vient. Alors, je vais essayer de me servir de ce moment-là pour pouvoir me mettre à écrire le deuxième, qui sera cette fois-ci aussi par rapport à l'autre, mais dans un autre contexte plus intime. Alors que moi, Figuier, c'est vraiment l'autre dans l'espace géographique. Oui. Ce sera l'autre dans l'espace amoureux et intime. Très bien. Donc, c'était moi, Figuier sous la neige. Voilà. Elkana, est-ce que c'est sûr avec si je peux dire, avec la maturité, peut-être avec un certain aise intellectuelle, peut-être le poète ou l'artiste en général, il peut même écrire sur des choses qui ne sont plus personnelles. Est-ce que c'est ton cas? Oui, oui, moi, je suis une personne qui arrive à écrire vraiment quand on me donne des contraintes d'écriture. Pour moi, c'est comme je vois pas ça comme quelque chose de négatif. Je vois vraiment comme si on me donnait un terrain de jeu et on me disait, pose ton regard là-dessus. Par contre, ce serait mentir de dire que il n'y a pas de moi là-dedans parce que peu importe ce sur quoi je vais écrire, le sujet va traverser... Il y a deux façons d'écrire. Le sujet me traverse et après, j'écris, ou le sujet est en moi et après, je le sors dans le public. Mais ça doit toujours passer par moi. Je veux dire, si tu me disais, Elkana a écrit sur la Pologne au début du siècle dernier, je vais faire mes recherches, je vais écrire là-dessus, mais ça va être, surtout quand on parle de poésie, on parle d'émotions, on parle d'évoquer des émotions. C'est certain que ça va être mon regard que je vais poser. Donc, à partir de là, il y a quelque chose de très subjectif. Mais oui, je peux écrire sur tout. Parce que ce sera toujours moi qui va poser ce regard-là et qui va par la suite le partager au public. Donc, oui. Très bien. Je crois que c'est important de se faire ça même, à la limite.
Oui. Avant de peut-être se quitter, j'ai mentionné au début que tu collabores à Radio-Canada, entre autres à l'émission Plus on est fou, plus on lit. Parle-nous un peu de cette Oui. expérience médiatique. Ben, j'ai vraiment, je suis choyée. Été j'ai été contactée au début de ce segment qui s'appelle le combat de mots, où on demande à deux artistes de la parole, de l'écriture, de combattre sur un thème. Et donc, ce qui fait que le thème est imposé et puis après, on écrit là-dessus. C'est une des émissions les plus écoutées à Radio-Canada. Mhm. Euh, c'est une émission littéraire. Ce qui fait que c'est certain que depuis ce temps-là, j'ai rempli rapidement les gens qui me contactaient ou que je trouvais dans des endroits qui disaient « Ah, je t'écoute à la radio ». C'est sûr, c'est une plateforme incroyable. Marie-Louise Arsenault m'a reçue lors de la sortie du recueil. J'ai la chance, quand j'ai fait un spectacle dernièrement, elle m'a reçue aussi pour parler de mon spectacle. Donc, c'est certain que c'est une émission incroyable. J'ai eu la chance de collaborer sur d'autres émissions. Je collabore encore cet été avec Dessine-moi un été, le week-end. Mhm. Donc, j'ai vraiment une chance magnifique de pouvoir écrire. Et étant une artiste des mots, la radio est le médium parfait pour ce que je fais. Les gens, on écoute quand même assez posé Mhm. à Plus on est de fou, mais aussi aux autres émissions. Donc, c'est incroyable de pouvoir partager la poésie, d'avoir cette plateforme-là. Donc, pour moi, c'est une main tendue vers un public auquel je n'aurais peut-être pas accès parce qu'on s'entend que la poésie, c'est pas l'humour. Hein? Donc, C'est ça, c'est c'est pas ça. le truc que tout le monde. Ça démocratise la poésie, ça la rend accessible à tous. Et j'ai plein de gens qui m'écrivent je pensais pas que j'aimais la poésie, mais j'aime ce que tu fais. Ou là, je suis comme, bon, ben, je suis contente. Donc, ça me permet d'accéder à un public auquel j'aurais pas la chance d'accéder partout, un peu partout. Donc, c'est génial. Elkana, c'était vraiment un plaisir de te parler aujourd'hui, d'échanger avec toi, de te connaître et de te présenter Oui, à la communauté et à notre public. Les gens qui veulent suivre tes nouvelles, est-ce que tu as une page Facebook ou quelque chose comme ça ou un j'ai une site? page Facebook, j'ai un site Internet aussi. Bon, je t'avoue que là, il est peut-être pas à jour au niveau des dates de spectacle parce qu'il ne se passe pas grand-chose, mais sinon, il y a Ah, tous les liens des événements. ok, queenkapoesie.com. ok, Mais sinon, la page, fan page de Queenka, elle est là aussi. Et c'est moi directement qui réponds. Donc, honnêtement, les gens, si vous avez à écrire quoi que ce soit. Puis, c'est la meilleure façon de me contacter, de suivre mes parfait. projets. Et puis, voilà, là, le petit bébé, il se fait réimprimer. Alors, vous allez pouvoir vous le procurer dans les librairies C'est très super. prochainement. C'était vraiment un plaisir, Queenka et Kahna. On se donne peut-être pour d'autres rencontres, surtout une rencontre qui sera spécialement dédiée à la poésie. Pourquoi pas? Yes, ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Ein Merci, Schaff, Bye. merci, au revoir. Au revoir.